Oui, bonjour. Je suis médecin directeur d'un CMPP et qu'à ce titre, pour répondre à notre jeune collègue, je m'occupe des questions de gestion. Alors venez travailler dans les CMPP, vous pourrez vous investir dans ces questions qui sont tout à fait fondamentales. Et, et c'est vrai que bon, quand vous avez un budget à gérer, quand vous avez la nécessité d'en parler avec l'ARS, et bon, ça vous remet les pieds dans la réalité. Et c'est tout à fait important. Et ça fait partie aussi, c'est-à-dire que vous êtes obligé quand même de penser les choses d'une certaine façon. Et la boussole qui règle mon travail dans ma gestion, hein, je dirais tous les jours, c'est ma clinique. C'est la clinique, c'est le travail que je fais avec les enfants. Et c'est à partir de la clinique que je peux gérer l'établissement. Alors, je voulais dire aussi, par rapport à ce que je viens d'entendre, là, juste une remarque sur la question du scandale de la sexualité infantile. Parce que c'est vrai qu'on répète souvent cette question. Et il semble que ce n'est pas Freud qui a découvert qu'il y avait une sexualité infantile. On le savait vraiment, on le savait depuis très très longtemps et on a de nombreux témoignages par rapport à ça. Ce que Freud, quand même, il me semble, a quand même mis en avant, c'est que cette sexualité infantile, elle se poursuivait chez l'adulte. C'est ça le scandale, dans le fond, de la sexualité infantile. C'est qu'elle continue à perdurer chez l'adulte. C'est peut-être justement ce qui fait le côté subversif de la psychanalyse. Parce que la psychanalyse, elle a un côté subversif, et c'est quand même très compliqué qu'elle puisse demander une reconnaissance, trop grande reconnaissance sociale, parce qu'à partir de ce moment-là, elle perd de sa pertinence, hein, d'une certaine façon. Et en même temps, toutes les attaques qu'il y a contre la psychanalyse, ce n'est pas quelque chose de vraiment nouveau, puisque Freud, à son époque, il a dû en subir de la haine et des insultes. Il en a eu, Freud, hein, et il a eu sa dose. Et je pense qu'il nous a montré un peu comment on pouvait y répondre, c'est-à-dire qu'il a toujours répondu aux attaques qu'il a eues, que la psychanalyse a eues, il a toujours répondu avec beaucoup de calme et beaucoup de dignité. Hein, c'était quand même... et en continuant à tenir sur sa ligne et sur son travail. Donc je crois que les attaques qu'il peut y avoir contre la psychanalyse, ça fait partie de la psychanalyse. Je crois qu'on on n'éliminera jamais tout ce qu'il peut y avoir, tous ces discours qu'il peut y avoir contre la psychanalyse, même si aujourd'hui, ils nous paraissent plus particulièrement désagréables. Mais bon, il faut dire aussi que la psychanalyse a connu quand même une époque dorée dans les années 60-70 et qu'on est sorti de cette époque. Donc, bon, ça n'a pas toujours été comme ces années 60-70 pour la psychanalyse. Enfin, par rapport à l'enfance, je voulais dire à monsieur le député, mais j'avais déjà eu l'occasion de lui dire, que c'est sur la question du tout inclusif. Bon, c'est un peu dans le désordre, hein, mon propos, mais c'est la question du tout inclusif qui me paraît tout à fait problématique actuellement, qu'on soit pour l'inclusion scolaire, pour les enfants qui sont en difficulté, on ne peut qu'être pour. On peut qu'être pour le fait que ces enfants ne soient pas stigmatisés, qu'ils ne soient pas marginalisés. Ça, on est parfaitement d'accord avec ça. Mais après, il faut savoir un peu comment ça se passe dans les classes. Quand vous avez 2-3 enfants qui posent problème, pour l'enseignant, c'est plus possible. C'est plus possible de travailler. Ça perturbe l'enseignant, ça perturbe les autres enfants. Et donc, alors, il y a la mise en place des AESH, hein, qu'on appelait les AVS. Mais bon, maintenant, ça a été redistribué. C'est-à-dire, avant, il y avait une AVS par enfant. Maintenant, il y a une AVS pour plusieurs enfants. Donc voilà, il y a une espèce de saupoudrage comme ça des moyens, en pensant qu'en saupoudrant les moyens, on va arriver à solutionner tous les problèmes. Donc moi, ça me paraît quelque chose... Et puis l'autre problème, si vous voulez, c'est que bon, les CMPP sont dans le médico-social. Hein, donc mais ils ont une vocation à faire du soin.
Et dans le médico-social, donc il y a toute cette question du handicap. Et on sent quand même que politiquement, il y a une volonté de, comment dirais-je, de déplacer les moyens, qui sont actuellement alloués au médico-social, c'est-à-dire aussi aux soins, vers l'école. Hein. Et c'est ce que réclament beaucoup d'associations de parents. Hein. Ils réclament, ils disent qu'il y a trop de moyens actuellement il y a trop de moyens dans le soin, dans le médico-social, dans les CMP, les CMPP, etc. Ça a montré ses limites, ça a montré son incapacité à solutionner les problèmes. Donc, il faut se positionner autrement. C'est le discours de certaines associations. Tout cela soutenu aussi par un rapport qu'il y a eu à l'ONU il y a 2 ans sur la situation de l'institutionnalisation en France. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des questions qui me paraissent tout à fait importantes. Qu'on puisse différencier en plus les lieux de soins et l'école, ça me paraît quand même aussi important. Hein. On ne peut pas tout mélanger, hein, que les soignants ou les CMPP ou les CMP puissent intervenir auprès des enseignants, qui puissent dialoguer, qu'il puisse y avoir des échanges. C'est ce qu'on fait tous les jours, hein, dans notre travail quotidien. Mais qu'on nous demande d'intervenir directement, même y compris dans les classes, je pense que ce n'est pas possible. Il y a une perte de repères pour tout le monde. Tout est rabattu maintenant du côté de l'éducatif. Alors, pour revenir au CMPP et leur histoire, bon, tout le monde la connaît, l'histoire des CMPP. Elle date donc... C'est une émanation, les CMPP, de tout ce mouvement qui a eu lieu à la fin de la guerre et juste après la guerre. Hein. C'est le Conseil national de la résistance, donc, qui avait mis en place tout un tas de structures, et à partir desquelles ont été créées la sécurité sociale, par exemple. Hein. Et donc les CMPP, ils ont été créés dans ce mouvement. Et on dit toujours que c'est le général de Gaulle qui est à l'origine. Oui, c'est le conseil, en fait, c'est le commissariat de la famille et de la population qui est à l'origine de la création des CMPP, du CPP à l'époque, Claude Bernard. Et donc l'équipe initiale de Claude Bernard était constituée par des psychanalystes, essentiellement des psychanalystes, puisqu'il y avait Françoise Dolto, il y avait Juliette Favès-Boutonnier, il y avait également, plus tard, il y a eu également Didier Anzieux et Maud Manoni. Donc ce sont eux qui ont été les premiers à créer Claude Bernard. Tout ça avec le soutien il y avait Vallon qui les a soutenus, Heuillet, il y avait Bonafé, Le Guillan, enfin toute cette équipe, Lagache, tous ces gens qui étaient donc qui avaient formé au départ, pour la plupart, qui étaient à l'origine de la psychothérapie institutionnelle pendant la guerre. Ça s'est créé pendant la guerre, hein, tout ça. Hein. Donc c'est un mouvement qui vient de cette époque-là. Et puis après, il y a eu la création du centre Claparède, qui lui était plus médicalisé, entre guillemets, que les CMPP. Et donc, il y avait une sorte de rivalité entre Claude Bernard et Claparède, et où on pouvait retrouver un peu les enjeux entre la psychanalyse laïque et la psychanalyse médicale. Donc, les CMPP sont nés sous les auspices de ce qu'on appelait à l'époque le ministère de l'Instruction publique, hein, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation, et du ministère de la Santé. Et le ministère de l'Instruction publique a donné des locaux dans le lycée Claude Bernard, d'où le nom. Hein. Voilà. Et très rapidement, les CMPP ont fonctionné sur un trépied qui était pédopsychiatrie, psychopédagogie et psychanalyse. Hein, et ça continue. Enfin, on essaye de continuer comme ça dans la mesure des moyens. Et donc actuellement, alors c'est là, bon, je parlais tout à l'heure de subversion et voire de marginalité de la psychanalyse, mais paradoxalement, les CMPP sont les seules structures de soins où la pratique de la psychanalyse a une reconnaissance officielle. Hein, ce qui n'offre aucune garantie pour qu'il y ait la psychanalyse. Hein. On est bien d'accord avec ça. Hein, c'est pas parce qu'on se réclame de la psychanalyse qu'on fait forcément de la psychanalyse. Et cette reconnaissance, elle repose donc sur un décret qui définit donc les conditions techniques d'agrément des centres médicaux
psychopédagogique de cure ambulatoire, ce qu'on a appelé l'annexe 32, qui date de 1963, c'est-à-dire un peu la même époque où il y a eu la sectorisation, hein, c'était un peu dans ce mouvement-là. Et alors, elle dit la chose suivante, parce que c'est intéressant quand même de relire les textes, hein, puisqu'ils sont toujours en vigueur, hein, il faut savoir, hein, même si ils sont attaqués. Donc, cette annexe 32, l'article 16 exactement, il s'énonce ainsi. Lorsque le centre dispense sous l'autorité et la responsabilité des médecins agréés aux enfants dont l'état le requiert une psychanalyse, une rééducation psychothérapique, une rééducation de la parole, une rééducation de la psychomotricité, il doit s'assurer le concours de personnel compétent. Donc voilà. Ce texte est toujours valable. Et la question qui se pose quand même pour les CMPP, et c'est un enjeu, c'est leur devenir, parce que même si ils ont été un peu moins touchés que les intersecteurs, il commence à y avoir beaucoup de problèmes structurels, d'organisation, de manque de personnel, hein, qui met en danger certaines structures. Hein. Là, ce matin, on m'a rapporté encore un cas où c'était très très compliqué. Et puis les CMPP, quand même, ils ont aussi une vocation, c'est que ils permettent que des enfants qui sont en grande précarité, des populations qui sont en grande précarité, d'avoir accès à la psychanalyse. Donc ça, c'est aussi une chose importante, parce que donc, ils jouent de ce fait, les CMPP, en s'adressant à des enfants issus de familles en situation de grande précarité, comme par exemple aussi les migrants, hein, dont on voit beaucoup d'enfants actuellement dans les CMPP et dans les CMP aussi. Ils jouent un rôle dans la cohésion et dans le lien social, et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, pour terminer, je voudrais vous raconter une petite histoire clinique, entre guillemets, qui m'est arrivée il y a une dizaine de jours. Et il s'agit d'une situation qui m'a amené à faire quelque chose que j'avais jamais l'habitude, que j'ai jamais fait, en fait, qui m'a surprise. J'étais surpris par ce que j'ai fait. Et il s'agit d'un jeune homme de 18 ans que je reçois depuis à peu près un an. Et différents troubles, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces troubles. Alors le travail qu'il a fait depuis un an lui a permis de passer le bac, alors que c'était très très compliqué au départ. Et puis là, quand je l'ai reçu il y a une dizaine de jours, à la fin de la séance, il m'explique qu'il n'a pas mangé depuis 2 jours et qu'il vit avec son frère parce que les parents sont séparés, eux-mêmes sont pris dans leurs problèmes. Et c'est très compliqué, donc il n'a pas mangé depuis 2 jours et que là, il va se rendre chez sa grand-mère qui habite dans la ville d'à côté et que, bon, effectivement, il n'a pas d'argent pour prendre le bus, donc il va y aller à pied, mais qu'il a très mal au ventre parce que comme il n'a pas mangé depuis 2 jours, puis faire tout ce trajet. Alors ce que j'ai fait, je suis allé dans la cuisine du CMPP et je lui ai donné à manger. Je lui ai donné des choses qui traînaient dans la cuisine. Voilà. Alors je me suis dit après beaucoup interrogé sur ce que j'avais fait là, en me disant que voilà. Et là-dessus, je me suis souvenu de ce que disait Toscaïès quand il raconte Toscaïès que quand il est arrivé à Saint-Alban, et comment la psychothérapie institutionnelle a commencé finalement. Hein, la première chose qu'il a faite, c'est de donner du chauffage et donner à manger aux patients qui étaient là dans un grand dénuement. Voilà.